Nous nous retrouvons maintenant pour la deuxième partie de cette séance consacrée à l'histoire avec un grand H que je n'ai pas oublié dans La Princesse de Clèves. Nous avons travaillé à partir de l'incipit du roman. Comme je l'ai lu précédemment, je me permets de ne pas en refaire la lecture. Je vous renvoie à la vidéo précédente si vous avez envie de vous le remettre en mémoire. Et à partir de cet incipit, nous avons vu que le roman s'ancrait dans l'histoire de France dans la mesure où il mettait en scène un certain nombre de personnages ayant une réalité historique et dans la mesure où il retraçait une époque avec un certain réalisme. Cela m'avait amené à vous poser la question suivante: quelle image de la cour du XVIe siècle cet incipit trace-t-il? Je vous propose maintenant une très courte correction de ce que vous auriez pu faire. Tout d'abord, on voit que la cour et les gens qui la fréquentent sont mis en valeur par deux procédés, les hyperboles, je cite ici extraordinaire, et les superlatifs, de ses plus grandes, de plus beaux et de mieux faits. Il y a également de nombreuses subordonnées relatives et de nombreuses épithètes qui disent la volonté qu'a Madame de La Fayette de décrire avec précision. Elle vise non pas au réalisme, ce qui supposerait qu'elle s'attache à tous les détails, y compris ceux qui sont un petit peu moins beaux, un petit peu moins brillants, mais elle vise à retracer, à présenter, à créer un idéal. Deuxième remarque que l'on peut se faire, c'est que la cour est un lieu consacré à un personnel romanesque noble. Dans la cour ne figurent que des aristocrates. Il y a au XVIe siècle et au XVIIe l'idée que la qualité vient du sang et que selon sa naissance, que l'on naisse noble ou que l'on naisse manant, que l'on naisse dans le tiers état, on ne peut pas développer les mêmes qualités. C'est évidemment une idée sur laquelle l'histoire est revenue, mais c'est une idée qui est en cours à ce moment-là. Donc, si ces personnages sont si extraordinaires, si formidables, c'est aussi parce que ils font partie de la noblesse. Troisième remarque que vous pouviez vous faire, c'est qu'il s'agit d'un lieu d'oisiveté. On ne travaille pas dans le monde de l'aristocratie. On fait des fêtes, on fait des retraites à la campagne, on étudie, on chante, on danse. Pourquoi? Eh bien parce que le monde de l'aristocratie est un monde dans lequel le travail n'a pas sa place. Le travail, il est réservé au peuple. C'est dégradant que de travailler. Que fait-on dans l'aristocratie? Eh bien, on est oisif, on ne fait rien, sauf en temps de guerre, où là, on se rappelle qu'on est des descendants de chevaliers, on enfile l'armure et on va défendre son pays. Le reste du temps, c'est un monde qui est consacré au plaisir et à l'éducation. Éducation qui est également un plaisir. C'est également la cour un lieu dans lequel tous les êtres, vous l'avez compris, sont cultivés et sportifs. Alors sportif, le mot est anachronique, hein, on ne parle pas de sportif à l'époque, mais on pratique ce que le roman appelle des exercices du corps. Donc on chante, on apprend la poésie, on pratique la poésie, on pratique la musique, on s'exerce à faire preuve d'esprit. Bref, on s'efforce d'être un être, un individu accompli qui réussit pleinement dans tous les domaines. Cet individu accompli qui réussit pleinement dans tous les domaines, c'est l'honnête homme, cet idéal dont nous avons déjà parlé et qui irrigue tout le XVIIe siècle. Cet honnête homme, je rajoute qu'il doit être un homme moral et un homme à l'aise dans toute société. Enfin, on voit que la cour est un lieu de rivalité aussi. Il y a des jeux de pouvoir jusqu'au plus haut sommet de l'État, notamment dans l'incipit avec la rivalité entre Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, la duchesse de Valentinois. Et dernière remarque que vous pouviez vous faire, il s'agit d'un lieu dans lequel les intrigues amoureuses occupent beaucoup de place. Pourquoi est-ce que les intrigues amoureuses sont si importantes à la cour? Eh bien, il y a deux raisons à ça. La première, on l'a dit plus haut, la cour est un lieu d'oisiveté. On n'y fait pas grand-chose si ce n'est fréquenter du monde. De fil en aiguille, forcément, des intrigues amoureuses se louent. La deuxième raison est une raison liée à la façon dont est considéré le mariage au XVIe et au XVIIe siècle. Au XVIe ou au XVIIe siècle, le mariage ne fait pas intervenir la notion d'amour. On se marie pour des questions raisonnables, des questions en lien avec la raison. On se marie en particulier
pour réunir deux familles. Le mariage est considéré comme un contrat qui va permettre à chacune des familles de gagner quelque chose. Il s'agit là non pas d'une résignation des individus, mais d'une façon de considérer le mariage qui a prévalu bien des siècles durant. La notion de mariage d'amour est bien plus récente. Elle n'a pas de sens au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Le mariage est considéré comme une façon de fonder famille, et puis on peut très bien s'entendre avec son époux, vivre en toute amitié avec lui, voire même développer des sentiments amoureux au sein du mariage, mais ce n'est pas obligé. Ce qui veut dire que les relations amoureuses se font toujours hors mariage, d'où le fait qu'il y ait tant d'intrigues amoureuses à la cour. Voilà pour cette séance consacrée à l'histoire dans La Princesse de Clèves. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.